Cette bibliothèque idéale de Nietzsche, c'est l'occasion de proposer au lecteur actuel, aussi bien le lecteur spécialiste averti que le curieux, le lecteur de bonne volonté, l'accès au texte d'un des philosophes les plus importants de la tradition philosophique, dont l'histoire de la réception a été particulièrement mouvementée, puisqu'on sait que Nietzsche, depuis sa mort en 1900, a été réapproprié par tout un tas de gens, et notamment dans son propre pays, en Allemagne, par les nazis, avec l'aide de sa sœur Élisabeth. Il était donc très important et même indispensable, non pas de donner pour la première fois un accès au texte de Nietzsche, ça on le doit à l'édition, à la grande édition scientifique et monumentale de Giorgio Colli et de Mazzino Montinari, mais de donner accès à un Nietzsche lu à travers le dernier demi-siècle de recherche philosophique et scientifique. Autrement dit, dans cette bibliothèque idéale, qu'est-ce qu'on trouve? Quels sont les textes qui ont été retenus? D'abord, ce sont des textes qui sont retenus dans l'ordre chronologique de l'œuvre de Nietzsche. L'œuvre de Nietzsche est incompréhensible en dehors de son évolution. Son évolution est une évolution thématique, mais c'est aussi une évolution linguistique, car les textes de Nietzsche sont en constante modification sur le plan de leur organisation, de leur structure et aussi de leur style littéraire et philosophique. Nietzsche est un immense styliste qui ne cesse de ruminer sa propre pensée, de l'écrire, de la réécrire et de chercher un public qui, pour lui, doit être capable de comprendre précisément ces choix-là. Alors, cette bibliothèque idéale comporte évidemment un indispensable texte d'introduction et de présentation du projet de la bibliothèque en question, et puis ensuite une vingtaine de chapitres qui partent de Nietzsche par lui-même. Comment ne pas commencer par Nietzsche lui-même, tant il a parlé de lui-même, de son travail, de son œuvre, de ses difficultés aussi à produire cette œuvre. Et puis, les textes proposés permettent d'entrer dans son rapport aux anciens, à la philologie, mais aussi à l'éducation, à l'enseignement, à l'université allemande en particulier, qu'il a évidemment beaucoup critiqué, sans parler de ces grands textes sur le langage, sur l'histoire, sur l'esprit libre, sur la connaissance, sur la religion bien sûr. Nietzsche est essentiellement connu à travers des grands philosophèmes, comme par exemple Dieu est mort. Qu'est-ce que c'est que le thème de la mort de Dieu? Alors là, il faut aller regarder les textes, voir comment ils ont évolué, voir le bouger qu'il y a dans la présentation de cette conception de la mort de Dieu, qui d'ailleurs pour Nietzsche n'est pas du tout l'occasion d'une simple réjouissance, mais au contraire le plus grand événement de l'histoire que les hommes n'ont pas du tout fini de digérer. Parmi ces grands philosophèmes, il y a aussi bien sûr la volonté de puissance, l'éternel retour, le surhomme, le nihilisme. Donc il fallait aller recueillir tous ces textes, il fallait les mettre les uns à côté des autres, car quand nous plaçons des textes l'un à côté de l'autre, ils ne disent plus tout à fait la même chose que ce qu'ils diraient isolément. Il fallait aussi trouver, j'espère que c'est le cas, mais je ne peux pas le dire bien sûr, la traduction la plus juste, une traduction au cordeau, qui à la fois respecte ce style inimitable qui est celui de Nietzsche, un style tout à fait aérien, avec un allemand tout à fait particulier, et en même temps rendre ça compréhensible, intelligible, accessible, et peut-être même plaisant pour le lecteur français. Voilà, alors cette bibliothèque idéale, c'est un peu le moyen de permettre à celui qui aime déjà Nietzsche, à celui qui connaît déjà Nietzsche, mais aussi à celui qui est en désir de le rencontrer, qui voudrait le comprendre, qui l'a croisé peut-être un jour au gré de son propre travail, comme élève ou comme étudiant en classe préparatoire, ou comme lecteur en général, depuis telle ou telle discipline de formation, de donner accès à tous ces lecteurs à des textes qui sont d'une force absolument intacte et d'une beauté inactuelle. Lisons-en quelques passages tout simplement et voyons comment Nietzsche se présente et comment Nietzsche lui-même présente la pratique de la philosophie telle qu'il la conçoit. Comme souvent chez Nietzsche, pour le comprendre, il faut repartir de la fin. Dans Ecce Homo, Ecce Homo, on peut dire les deux, voici ce que Nietzsche écrit. « Je suis une chose, mes écrits en sont une autre. Avant d'en parler, j'en viens ici à la question de leur compréhension
ou de leur incompréhension. Je le fais avec autant de désinvolture que possible, car cette question n'est pas encore d'actualité. Je ne suis moi-même pas encore prêt. Certains naissent posthumes. Un jour, il faudra créer des institutions où l'on vivra et enseignera, comme j'entends la vie et l'enseignement. Peut-être même créera-t-on alors des chaires pour interpréter Zarathustra. Mais ce serait me montrer totalement inconséquent avec moi-même que d'attendre dès aujourd'hui des oreilles et des mains pour mes vérités. Qu'on n'entende pas aujourd'hui, qu'on ne sache aujourd'hui rien prendre de moi, n'est pas seulement compréhensible, cela me semble devenu même juste. On voit avec un texte comme celui-ci à quel point Nietzsche attend, espère des lecteurs, mais surtout sans hâte, il espère certains lecteurs. Ecce homo, toujours dans la préface. La philosophie, telle que je l'ai comprise et vécue jusqu'à présent, consiste à vivre volontairement dans la glace et les hautes montagnes, à rechercher tout ce qu'il y a d'étrange et problématique dans l'existence, tout ce qui a été jusqu'à présent banni par la morale. Une longue expérience de cette errance dans l'interdit m'a appris à voir les causes de la moralisation et de l'idéalisation des choses sous un jour très différent de celui qu'on aurait pu souhaiter. L'histoire cachée des philosophes, la psychologie de leur grand nom m'est apparue. Quelle dose de vérité un esprit peut-il supporter? Quelle dose de vérité ose-t-il? Cela est devenu pour moi, de plus en plus, la véritable mesure de la valeur. Se mesurer à Nietzsche suppose être capable d'accepter une très haute dose de critique, de remise en question de tout ce que l'on pense, de toutes les évidences, de toutes les constructions culturelles, historiques, sociales, politiques. Et nous formons le vœu que cette bibliothèque idéale de Nietzsche puisse y contribuer.